Bonjour les 6e A, ici Madame Rabier, votre professeure de français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour corriger les activités de la séance 2 qui s'appelait « Le petit feu de la technique, le vocabulaire de la poésie ». Souvenez-vous, cette expression « le petit feu de la technique », il est tiré du poème qu'on a vu lors de la séance 1, où le poète nous expliquait que pour faire de la poésie, il faut aimer les mots, mais il faut aussi savoir jouer avec et connaître quelques règles très simples. Et pour connaître ces règles de poésie, il faut d'abord maîtriser le vocabulaire propre à l'art poétique. Je vous avais demandé pour cela de faire quelques exercices sur la page de manuel que je vous mets ici. Exercice 1. Alors avant de dire l'exercice 1, on lit les petites définitions au-dessus. Un poème est composé de vers qui sont regroupés en strophes. Chaque vers commence par une majuscule. Au sein des strophes, les vers riment souvent entre eux, c'est-à-dire qu'ils se terminent par un même son. Là, on a un exemple. Donc, ce qu'on va appeler un vers, en fait, en poésie, ça va être une ligne. Un vers, ce n'est pas forcément une phrase qui se terminerait par un point. Un vers, c'est une ligne en poésie. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Et une strophe, c'est un ensemble de vers, plusieurs vers regroupés dans un seul paragraphe. Donc là, on a une strophe, un paragraphe, de 1, 2, 3, 4, de 4 vers. Et on sait qu'on est dans une poésie parce qu'à la fin des vers, on a des rimes. Regarde le ciel, il te voit, embrasse la terre, elle t'aime, la vérité, c'est ce qu'on croit, en la nature, c'est toi-même. Voix rime avec croix, et t'aime rime avec même. Exercice 1. Lisez le poème de Lamartine, puis complétez le texte qui le décrit. Alors, lisons le poème ensemble. Pâle fleur, timide pervenche, je sais la place où tu fleuris, le gazon où ton front se penche pour humecter tes yeux flétris. Une source tout près palpite, où s'abreuve le berle noir. Il y chante, et moi j'y médite, souvent de l'aube jusqu'au soir. C'est un poème d'Alphonse de Lamartine. Alors, ce poème, on nous dit que l'extrait du poème, parce qu'on voit que c'est un extrait, il est coupé là, contient une strophe. Alors combien de strophes, combien de paragraphes? On en a 2. Vous voyez bien, on a une différence entre ces 2 paragraphes, on a un blanc là. Donc l'extrait du poème contient 2 strophes, composées chacune de 4 Alors dans chaque strophe, dans chaque paragraphe, on va trouver 4 lignes, donc 4 vers. Donc 2 strophes composées chacune de 4 vers. Au sein de chacune des strophes, on trouve des rimes. Pervenche rime avec penche, fleurie rime avec flétrie. Exercice suivant, l'exercice 2. On vous demandait de retrouver la mise en page du poème, et pour ça, il fallait repérer les mots qui riment et disposer les vers en strophes. Il y avait 2 strophes de 4 vers, on nous l'indiquait. L'oiseau sur le duvet humide et sur la mousse ne chantait plus parmi la rose et l'oranger. L'eau vive des jardins n'a plus de chansons douces, l'aube ne dort plus le ciel pur et léger. Oh, que ton jeune amour, ce papillon léger, revienne vers mon cœur d'une aile prompte et douce, et qu'il parfume encore les fleurs de l'oranger, les roses d'Ispahan, dans leurs graines de mousse. Donc, on nous dit qu'il fallait faire 2 strophes, avec chaque fois 4 vers. Eh bien, c'est simple, pour savoir où s'arrêtaient les vers, il fallait regarder les rimes qui étaient possibles. L'oiseau sur le duvet humide et sur la mousse ne chantait plus parmi la rose et l'oranger. Là, je voyais pas de rime. En revanche, l'eau vive des jardins n'a plus de chanson douce. Ah, douce tout de suite, je voyais que ça pouvait rimer avec mousse. Et l'aube ne dure plus, le ciel est léger. L'aube ne dort plus, le ciel pur et léger. Léger pouvait rimer avec oranger. J'avais donc ma première strophe qui se disposait ainsi. Je continuais en regardant également les rimes possibles et ça nous donne la deuxième strophe suivante. Oh, que ton jeune amour, ce papillon léger, léger, là va rimer cette fois-ci avec oranger, encore une fois, et douce va rimer avec mousse, encore. À chaque fois, on retrouve les mêmes rimes, mais pas dans le même ordre. Dans l'exercice 3, on vous demandait de connaître les différents types
de strophes possibles. Alors, si on nous donnait en exemple un 6-1 est une strophe de 6 vers. Et vous pouviez le deviner parce que dans 6-1, vous avez la petite racine 6 qui peut faire penser à 6. Du coup, logiquement, un 4-1 est une strophe de 4 vers. Un tercé est une strophe de 3 vers. Vous avez terre. Un distique est une strophe de 2 vers. Et oui, parce que distique, il faut penser à 10. Par exemple, on a duo qui commence par la lettre D comme 2. Et enfin, un quintile est une strophe de 5 vers. Et enfin, l'exercice 5, on vous demandait de compléter les phrases avec des mots de la même famille, des mots qui appartiennent à la famille du mot vers. Alors, c'était les mots versifier, versification et vers. Il fallait les repasser dans les phrases suivantes. Pour chaque poème, vous étudierez la... Alors, est-ce qu'on pouvait mettre le mot vers? Non, puisque vers, on dit bien un vers, c'est un mot donc qui est masculin. On ne pouvait pas le mettre là. Est-ce qu'on pouvait dire, pour chaque poème, vous étudierez la versifier? Ben non, ça n'a aucun sens puisque versifier est un participe passé. Donc il nous restait forcément versification. Quand on vous demande d'étudier la versification d'un poème, c'est qu'on vous demande d'étudier la manière dont ces vers sont composés, la manière dont ces strophes sont organisées. Phrase 2. À ses heures perdues, il aime écrire des... Alors, des vers ou des versifiés? Des vers, ça paraît logique. Et enfin, l'Odyssée est le récit versifié des aventures d'Ulysse. Alors, un récit versifié, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a déjà entendu ce mot quand on a travaillé sur l'Odyssée justement. Versifié, ça veut dire que c'est écrit en vers, puisque l'Odyssée, souvenez-vous, on a dit que c'était une épopée, et qu'une épopée, c'est une poésie très longue qui raconte des histoires. Une fois que vous aviez fait ces quelques exercices, je vous demandais d'apprendre à compter les syllabes dans un vers. Puisque les vers, dans une poésie, ils peuvent ne pas avoir la même longueur, et il faut apprendre à compter les syllabes pour les reconnaître. Par exemple, je prenais ce vers-là. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Et bien ce vers, il comporte 12 syllabes. J'ai mis des slash à chaque fois pour vous montrer où est-ce que je coupe. Et vous pouvez compter sur vos doigts en même temps que moi. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. On a 12 syllabes. On a donc un vers qu'on va appeler un alexandrin. On va le voir plus tard. Il faudra faire attention quand vous comptez vos syllabes au E muet, qui se trouve souvent à la fin des mots, qu'on ne compte pas toujours. Mais généralement, vous le faites tout seul, vous allez voir. Par exemple, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Vous ne dites pas verdureux et vous ne dites pas riviereux. Le E est donc muet, vous n'allez pas le compter comme une syllabe à part. Les vers les plus courants qu'on trouve en poésie sont souvent ceux qui ont un nombre de syllabes pair. Donc on a l'alexandrin, qu'on a vu là avec ce vers de Victor Hugo. Un alexandrin, c'est 12 syllabes. Un décasyllabe, c'est 10 syllabes. Un octosyllabe, 8 syllabes. Hexasyllabe, 6 syllabes. Mais vous allez voir, et certains d'entre vous l'ont vu dans le choix des poèmes que vous avez choisi d'analyser, plus on a de la poésie récente, et plus les poètes s'affranchissent de ces règles de versification et font des vers impairs et ne s'embêtent plus à compter le nombre de syllabes. Et dans ce cas, vous pouvez trouver parfois des heptasyllabes, des pentasyllabes, ou encore des trisyllabes, donc qui font chacun 7, 5 ou 3 syllabes. On va s'entraîner sur 4 petits vers que je vous ai mis là. On va compter et on va essayer de voir quel type de vers c'est. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Alors, comptons. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Dans les sentiers. Ah, on ne fait pas la dièse ici. C'était un alexandrin. La mer, toujours recommencer. 10 syllabes, c'était donc un décasyllabe. Autrefois, le rat de ville. Ah, il manque un mot. C'est le rat de la ville, normalement. C'est un octosyllabe. Et enfin,
Et vous enfin, batteur de fer, forgeur d'airain, 12 syllabes, c'était un alexandrin. Enfin, le système de rimes. Des rimes, ça s'organise pas n'importe comment. On va voir qu'il en existe 3 sortes différentes, 3 types de combinaisons. Soit vous décidez que vos rimes, elles se suivent, tout simplement, et on parle de rimes suivies. Par exemple, le temps passe, on ne sait rien, André Platard a quitté la rue Saint-Martin. Rien va rimer avec Martin, les 2 rimes se suivent. Ce sont des rimes plates ou suivies. Mais vous pouvez également avoir des rimes croisées. Croisées, c'est-à-dire qu'elles vont être intercalées avec d'autres rimes. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlate ou vert près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Alors on voit que mitraille, cette fois-ci, il ne rime pas avec la rime suivante, avec bleu, il rime avec le vert encore d'après. Et bleu va rimer, non pas avec raille, mais avec feu. Et vous voyez que là, du coup, ces rimes, si on trace des lignes entre elles, pour les relier, eh bien, elles se croisent. On va donc parler de rimes croisées. Et enfin, il nous reste les rimes embrassées. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Alors là, les rimes, on voit qu'elles ne se suivent pas, chandelle ne rime avec filant, et ça ne rime pas non plus avec émerveillant, mais avec belle. Donc là, on va intercaler 2 vers entre nos 2 rimes. Ce qui fait que chandelle rime avec belle, filant avec émerveillant. Et vous voyez, on a un petit peu l'impression qu'on a des grands bras, comme ça, qui entourent 2 rimes suivies comme ça. Et on appelle cela des rimes embrassées. Pour terminer, et pour mettre en pratique tous ces petits mots de vocabulaire, je vous avais demandé d'analyser un poème de votre choix. J'en ai choisi un que je vais vous lire, qui s'appelle « Le lombric ». Le lombric. Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, le lombric se réveille et bâille sur le sol. Étirant ses anneaux ceint des mottes molles, il les mâche, digère et fort avec conscience. Il travaille, il laboure en vrai lombric de France, comme avant lui ses pères et grands-pères. Son rôle, il le connaît. Il meurt. La terre prend l'obole de son corps. Aérée, elle reprend confiance. Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre. Il laboure les mots qui sont comme un grand champ où les hommes récoltent des denrées langagières. Mais la terre s'épuise à l'effort incessant. Sans le poète lombric et l'air qu'il lui apporte, le monde étoufferait sous les paroles mortes. Jacques Roubaud, Le lombric, les animaux de tout le monde, 1990. Alors, comment s'appelle mon poème? J'avais mon titre ici et répété dans les sources en bas, Le lombric. Qui l'a écrit? C'est un poème de Jacques Roubaud et il a été écrit en 1990. Combien y avait-il de vers dans mon poème? Il suffisait que je compte le nombre de lignes, 4, 4, 3, 3, ça me faisait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'avais donc 14 vers dans mon poème. Combien y avait-il de strophes dans ce poème? Là, je regarde le nombre de paragraphes. Et je vois les blancs, et je vois 1, 2, 3, 4 paragraphes, donc 4 strophes. Mon poème faisait 4 strophes. Est-ce que ces strophes sont des tercets, des trains, des distiques? Donc là, il faut que je regarde combien de vers il y a par paragraphe. Je vois que dans mes 2 premières strophes, à chaque fois j'ai 4 vers, ce sont donc 2 quatrains, et que dans les 2 strophes suivantes, en revanche, je n'en ai plus que 3 des vers par strophe. Ça s'appelle des tercets. Mon poème était donc composé de 2 quatrains et de 2 tercets. C'est ce qu'on appelle en fait un sonnet. C'est une forme fixe qu'on va travailler d'ici la fin d'année. Vous saurez bientôt qu'on fait un sonnet. Comptez le nombre de syllabes par vers. Quel type de vers le poète utilise-t-il? Alors là, certains d'entre vous n'avaient pas compris la consigne et vous m'avez compté toutes les syllabes de tout le poème. Mais moi, j'avais demandé de compter le nombre de syllabes par vers, c'est-à-dire que vous prenez un vers au hasard dans le poème, vous le comptez, et vous voyez si le vers d'à côté, le vers du dessous,
il a exactement le même nombre de syllabes. Et si du coup vous avez des longueurs de vers qui sont régulières. On va prendre les deux premiers, nous, pour vérifier. Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, 12 syllabes, c'est donc un alexandrin. Le lombric se réveille et bâille sur le sol. 12, c'est un alexandrin. Et là, en fait, si je lis tout le poème, je vais voir que ce poème est écrit entièrement en alexandrin. Et enfin, je vous demandais d'observer les rimes du poème, comment est-ce qu'elles s'organisaient. Alors, les rimes de mon poème, Provence rime avec conscience et sol avec molle. Donc, dans ma première strophe, dans mon premier paragraphe, j'avais des rimes embrassées. Voilà, souvenez-vous si on dessinait les lignes. Seconde strophe, France rime avec confiance et rôle avec obole. Là encore, des rimes embrassées. Là, ça devient plus compliqué. Terre va rimer avec langagière, et chant va rimer, mais avec un vers qui est dans une strophe encore après. Donc, rime. Langagière se croise avec chant et incessant. Donc, et enfin, deux rimes suivies, apporte et morte. Donc, embrasser, embrasser, croiser, suivi. C'est pour ça que le sonnet est une forme un petit peu compliquée, c'est parce qu'il faut maîtriser ces trois constructions possibles au niveau des rimes. Voilà, sinon, donc moi, le poème, du coup, je l'ai enregistré en vous le lisant. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié d'entendre vos voix, ça m'avait manqué. J'espère que vous êtes bien amusés et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine correction.